Alors c'est parti. C'est parti pour une suite quotidienne de vidéos, parce que je sais le bien que ça fait, cette astreinte. Le prétexte, il y a exactement 10 ans, je publiais ça, après le livre. Il y a une quarantaine de petits chapitres très courts, plus quelques autres là dans les machines. Alors est-ce qu'on va faire des leçons? Oh là là, tout le contraire. D'où je parle, qui je suis. Ça c'est la boîte dans laquelle je vis, je travaille, j'en bouge plus. Il y a toujours là-haut les dictionnaires, il y a toujours des grandes masses comme la correspondance de Lovecraft, il y a toujours les livres, ceux qu'on use le plus. Et en même temps, il y a la fibre, il y a le numérique, il y a l'ouverture sur le dehors, il y a le fait que la lecture, les outils de lecture sont démultipliés, ils sont aussi numériques. Alors évidemment, 10 ans à l'échelle du web, c'est très vaste. On était juste dans le premier basculement vers le livre numérique. Est-ce qu'on emploie encore l'expression? Peut-être quasi même pas. Tout s'accélère. Alors plutôt revisiter les questions. Je prétends pas y donner réponse. Je prétends juste là les mettre sous la table. C'est-à-dire travailler aujourd'hui pour nous auteurs, c'est-à-dire la vieille tâche de raconter des histoires, la vieille tâche d'exacerber les énigmes, la vieille tâche de faire chanter la langue, c'est pas plus. Mais ça, cette vieille tâche, on la tient toujours, on la tient même dans la fragilité de notre petite bulle numérique. Et toujours, cette énigme, ce mystère, ce qui m'avait fait écrire après le livre et qui continue de me mener, c'est que pour tenir là, dans l'imprédictible du présent, on revisite sans cesse les questions de l'origine. Alors tout ça, on va en parler. Le concept d'origine est en lui-même faux, ouvert, même comme le Big Bang, vous savez, c'est à mesure que vous approchez, ça se met à vibrer encore plus. Qu'est-ce que j'ai fait comme préparation? J'ai relu mon propre livre. Non, au début je me disais, tiens, et si on le lisait là, mot à mot? Je pense qu'il faut sauter dans un peu plus de risques. La seule expérience que je fais en ce moment, c'est de relire in extenso, linéairement. J'ai commencé du début, tome 1, je continue, tome 2, Pascal Quignard, Les Petits Traités. Et Quignard, c'est pas un écrivain du numérique. Je ne l'ai pas réouvert, mais je sais que les questions là de Mésopotamie, la naissance, l'histoire de l'écriture, ça on va en parler. L'autre chose aussi, c'est vrai que sur ma chaîne, depuis 3 mois, j'ai une expérience quotidienne de vidéos d'1 minute. Alors quand je les enregistre, c'est de l'impro, total impro. Ça fait 1 minute 20, 1 40, 1 50, puis après c'est au montage qu'elles deviennent 1 minute. J'ai une autre expérience de lire 30 minutes. D'ailleurs, peut-être cet après-midi que je prendrai le chapitre Pagina de Pascal Quignard, et puis je mets le chrono. Et je pense que ma chaîne a besoin comme ça d'axe, de cohérence. Il y a aussi le fil des ateliers d'écriture. Donc tout ça va coexister. Et je me suis dit, moi, ma grande difficulté, c'est d'arriver à rester dans un format. Alors, c'est venu comme ça. Je me suis dit, allez, tu te donnes 11 minutes. Je règle à 11. Démarrer. Je le pose dans un coin. Il y aura la petite sirène. Et la première question qui m'est venue, depuis quelques jours là, que je sens que j'approche là de démarrer cette série. J'ai jamais aimé l'idée de natation, l'idée de se jeter dans l'eau comme ça. Et la première question qui m'est venue, c'était simplement à quel moment le livre, tout simplement, quand on est tant habitué à sa matérialité, à le prendre sur des rayonnages, qu'on en appelle dans la communauté de lecture à quelqu'un d'autre qui est susceptible de se le procurer ou de le lire en même temps que vous, ou se souvenir de sa lecture et la remettre en travail comme vous le faites. L'idée qu'un livre, non, c'est pas reproductible. Et qu'avec le numérique, partir chercher n'importe quel syntagme et que les moteurs de recherche vous amènent à la source unique du texte et qu'il n'y ait plus besoin de le reproduire,
Qu'est-ce que ça change quand vous écrivez, y compris même dans ce rapport à l'impro. Alors, livre non reproductible, je crois que moi, c'est ça la démarche que je voudrais avoir ici. Pourquoi des choses qui même peuvent s'énoncer aussi simplement, il y a 10 ans, pouvaient nous sembler presque une telle découverte? On n'a pas cessé de découvrir des évidences. Mais justement, dans la stabilité qu'était l'histoire du livre, on étudiait les aplats de la stabilité d'une histoire qu'on savait discontinue. On n'étudiait pas les transitions. Mais ces phases étant lentes, est-ce qu'on avait besoin de s'intéresser à une telle chose? À quel moment le livre est-il devenu reproductible? Il a été non reproductible. Oui, c'est là où la Mésopotamie est une expérience à revisiter de façon fabuleuse. Prenez la maison du puissant, le palais. Le palais établit son pouvoir sur un territoire, une géographie. On y reviendra avec la question du sceau et l'invention même de l'écriture, dès la deuxième vidéo. Dans le fond des palais, au milieu, il y a une maquette de la ville. La représentation à échelle miniature de ce sur quoi on établit son pouvoir devient l'instance matérielle de signification symbolique de ce pouvoir. Est-ce que c'est reproductible? Non. Il n'y a qu'un puissant. Et c'est dans son propre lieu qu'est établie la maquette. Symétriquement, le temple, l'autre pouvoir. Dans le temple, les textes. Mais les textes à un seul exemplaire. C'est en Mésopotamie? Oui, on va regarder de plus près. Mais ça continue jusque dans le monde grec. Pourquoi sur les 200 ou 400 tragédies d'Échille, Sophocle, on n'en a qu'une petite poignée, 14 pour Sophocle, je ne sais plus combien pour Échille, si peu. Ah, elles ont été transportées à Alexandrie. Ah, pourquoi? Eh bien parce que la Grèce était asservie à ce moment-là par l'Égypte. Donc ils ont obtenu, il a fallu des décennies pour l'avoir, le transfert des textes sacrés qu'on garde en exemplaires uniques, là où on les profère, le lieu des rituels tragiques. Et quand brûle ou est détruite la bibliothèque d'Alexandrie, se détruit aussi l'œuvre d'Échille et de Sophocle. C'est-à-dire que même au temps des Grecs, bien après, des siècles après la Mésopotamie, l'idée de reproductibilité, l'idée que le livre soit reproductible n'est pas encore constituée. Et ça, pour moi, dans le numérique, ça m'a toujours travaillé au fond. C'est-à-dire que la question, tout est là. Évidemment, on a du mal avec les supports, on a du mal avec les appareils, on a du mal avec ces outils technologiques qui se réinventent ou qui balbutient ou eux-mêmes asservis par les lois marchandes de ces grosses machines des Apple, des Amazon, etc. Par exemple, dans les maisons mésopotamiennes, ces pauvres cahuttes en terre, on va en reparler elles aussi, qu'est-ce qui signifie que c'est la vôtre? Eh bien, il y a un clou en fer, le fer, ô possession précieuse. On plante, là, dans le sol même de la maison, un clou en fer. Il atteste que c'est la vôtre, unique et singulière. Et ce concept d'unique et singulier, d'être proféré dans le lieu liturgique, alors c'est là où moi j'ai des questions et j'ai pas de réponse. À quel moment, par exemple, ça se transfère dans les rouleaux? Mais à quel moment, dans le monde grec, Homère ou Hérodote deviennent des rouleaux qu'on peut reproduire? Par exemple, Anaximandre, cet homme, et je ne vais pas me risquer à prononcer des dates, c'est avant Pythagore, on doit être vers moins 600, moins 800, contemporain d'Homère. Anaximandre dit « Oui, la Terre est ronde, mais si la Terre est ronde, qu'elle est dans l'espace, quelle est la main qui la tient ?» Et c'est une question qu'on ne connaît d'Anaximandre que parce qu'elle était répétée, justement, dans les quelques dizaines de pages qui nous restent non pas de Pythagore, mais des gens qui citent les écrits de Pythagore. C'est-à-dire que le rouleau, n'étant pas reproductible, ne peut pas être reconduit d'époque en époque, comme ce sera le cas pour, plus tard,
Aristote, Platon. Cette transition-là, elle est fabuleuse, nous, à repenser, dans la mesure où, justement, le numérique fait que, si c'est installé là, le texte source, la pérennité éventuelle du texte source devient indépendante de sa reproductibilité. Homère, œuvre collective, une sorte de dépôt sur rouleau de ce que prononce l'ensemble de ces aèdes, probablement aveugles, et ça se retrouve dans le nom Homère, qui le récitait de village en village. Comment s'est constitué le texte éventuellement stable d'Homère? Peut-être justement par la reproductibilité à partir de cette stabilisation de mémoire orale plurielle. Parce que texte qui n'a pas cette fonction sacrée d'être prononcé une fois par an dans le temple avec les cothurnes, le masque de terre et l'amplification intérieure du masque. Alors est-ce que c'est important, est-ce que c'est pas important? On verra que c'est pas l'imprimerie qui change ça. Le codex déjà devient justement, parce qu'on le plie, qu'on le replie, qu'on le met dans la poche, par essence reproductible manuellement. Et c'est, là encore, si c'est profane, on verra qu'au moment de Aldo Manuccio et Venise, on estime à 30 000 le nombre de personnes dont la fonction c'est de recopier tous ces livres manuscrits qui se vendent maintenant dans les foires. Mais toute la période qui va du codex jusqu'à l'invention de l'imprimerie. Comment ça se reproduit, les livres? Eh bien, si le lieu est sacré, comme Delphes pouvait être sacré pour Échille ou Sophocle, alors ils ont la légitimité d'accueillir le texte non reproductible. Ça veut dire que, et là, Umberto Eco, on marche jusqu'au monastère, on réside 4 mois, 6 mois pour copier l'original. D'où ça vient le mot exemplaire? L'original est là en dépôt. On peut le voir. Est-ce qu'on le touche? Est-ce qu'on le manipule? Non. Mais on a décalqué l'original. En décalquant l'original, on en fait une découpe en plusieurs cahiers. S'il y a 6 cahiers successifs, livre 1, livre 2, livre 3, eh bien 6 voyageurs, copistes, venus ici, qui vont résider longtemps pour recopier, peuvent œuvrer en même temps. Mais ce qu'ils emporteront avec eux et vont disséminer, ce sera un état du texte qui est pris directement, non pas à l'original, mais à l'exemplaire qui est la copie de cet original. Et là encore, dans la complexité d'un schéma tout simple, mais qui inclut quoi? Qui inclut aussi le voyage, la volonté, qui inclut l'idée que 11 minutes, mais j'ai quelques arrêts de jeu, parce que vous ne voyez pas, j'ai fait un peu de montage. Des fois, je m'arrête, tu te concentres, tu te dis, sur quoi tu repars? Dans l'idée de ces voyageurs qui vont mettre longtemps pour accéder à ce manuscrit. Il y a ce mouvement-là de la réputation du manuscrit qui est porté indépendamment de son existence matérielle, qui elle est fixe. Il y a le fait qu'on va pouvoir être plusieurs à copier en même temps l'exemplaire divisé en cahiers, qui lui est la copie unique de l'original, mais il y a aussi justement l'expérience, se mettre en mouvement, venir, accepter la durée de l'expérience de la simple recopie. Alors aujourd'hui, tout ça est différent, mais elle est où notre expérience? Il est où notre voyage? Il est où le partage avec les autres copistes? Il est où ce mouvement qui nous a dit que il faut aller à ce point-là chercher ce qui va donner sens à notre expérience? Et en quoi, si on est seul là à recopier, les 5 autres qui copient avec vous, le partage collectif signifie aussi, de même que l'exemplaire que vous allez rapporter dans le voyage inverse, la copie que vous aurez constituée vous, qui va être illuminée, reliée, qu'est-ce qu'elle induit comme autre partage collectif qui va renforcer la valeur symbolique de l'original? Et là,
dans l'idée du livre qui devient reproductible. À quel moment il échappe à cet interdit, par son caractère sacré, comme en Mésopotamie, on détruit le texte, on détruit le pouvoir. On a enlevé le texte du temple, on peut raser le temple. Raser le temple est secondaire. Sa fonction, temple, est associée au texte non reproductible qui est là. Allez, dernière image pour finir. Comment on les a reconstitués, là, nous? Allez, dernière image pour finir. Comment on les a reconstitués, nous, des textes comme Gilgamesh? Et ça vaut encore pour aujourd'hui. Regardez, André Markovits vient de traduire du russe une version du Gilgamesh, traduite, justement, des vieux manuscrits vers le russe, ce que lui ne saurait pas faire. Le texte continue d'avancer jusqu'à nous, comme ça, aujourd'hui. Eh bien, il n'y a pas de dépôt de Gilgamesh. Par contre, dans ces villes qu'on réouvre, il y a les écoles de scribes. Au bout du parcours qui vous installe, vous, officiellement, comme scribe, ben, il y a un examen. Et l'examen, c'est d'être capable de fabriquer une tablette avec un fragment de Gilgamesh. Et donc, dans ces ruines, quand on découvre et qu'on peut assigner là était l'école de scribes, eh bien, on va trouver tout simplement les archives. Tant de scribes ont soutenu leur examen avec tant de fragments. Et ces fragments, comme ils n'avaient pas de fonction sacrée, mais seulement la fonction de qualifier le scribe, eh bien, eux pouvaient être archivés. Donc, dans cet immense puzzle des écoles de scribes, on a retrouvé de quoi reconstituer la continuité de textes sacrés qui, a priori, pourtant, étaient interdits de reproductibilité. Je ne dis pas que ça change quoi que ce soit au plaisir aujourd'hui de découvrir un tel texte ou de lire sur son ordi, sur son téléphone, sur sa tablette, ce qui reconduit la vieille tâche de littérature, de poésie, de récit, d'énigmes, de pensée aujourd'hui. Mais si on s'installe là, c'est l'ensemble qui est agrandi et où le numérique peut trembler ensemble avec ça, qui est aussi numérique. On en reparlera. Dans la composition, dans la fabrication, dans la diffusion, dans la commande. Il y en a trop, il y en a trop. Eh bien, c'est pour ça qu'on va en faire un petit feuilleton quotidien. À demain.